Merci. Donc, pour certains de mes collègues entraîneurs, je vais dire ça comme ça, ils me voient habillé comme ça, c'est ma tenue habituelle. Ça, c'était une petite précision pour certains qui voulaient me faire préciser ça. C'est ma tenue habituelle au quotidien. C'est quand je suis au bord du bassin avec vous que je change de tenue. Alors, la présentation, donc il y a un titre qui était coordination natation, ça n'est pas ça, parce que là, il faudrait faire un livre. Donc, l'évaluation de la coordination dans les nages simultanées, et je voudrais m'attacher à faire, pour moitié, si je peux, hein, je vais déclencher mon chrono par rapport au timing, pour moitié une partie plutôt scientifique et pour moitié une partie intervention. Alors, une petite chose quand même, puisque par rapport à cette relation recherche-intervention. Alors, une petite introduction rapide sur les relations recherche-intervention-performance. Il faut savoir que dans le milieu de la recherche, on considère qu'il faut 15 ans pour qu'un produit ou une connaissance issue de la recherche soit utilisable dans la société. En d'autres termes, les gens qui inventent des nouveaux produits ou tout simplement des médicaments, il faut une quinzaine d'années pour le passage entre la recherche et tout simplement son application. Ne soyez pas trop exigeants par rapport aux chercheurs, je parle à mes collègues entraîneurs, et les chercheurs, évidemment, n'ont pas pour vocation obligatoire de faire de la recherche appliquée. Il y a aussi de la recherche fondamentale. À ce titre-là, je suis, peut-être certains ne le savent pas, ma fonction principale est directeur d'un laboratoire qui représente 56 personnes en sciences du sport à l'université de Rouen. Et à ce titre-là, je dirige des collègues comme Alain Loret, comme dans le management, et mes secteurs d'intervention ne considèrent qu'une toute petite partie de la logique, je dirais, de la recherche. Deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est que notre vocation, c'est de produire de la connaissance, et à ce titre-là, la connaissance s'est produite à partir d'articles internationaux, ce qui n'empêche pas, à certains moments, de faire de la vulgarisation, et je considère que des ouvrages comme celui-ci par exemple, et j'ai mis la version espagnole que je dois offrir à mon ami Raúl Arellano ici présent, que ce type d'ouvrage n'a que vocation de connaissance, de vulgarisation, ça n'est pas, on n'est pas évalué là-dessus, en d'autres termes, ça compte pour rien dans ma carrière scientifique et universitaire. J'ai la chance, depuis 1985, et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Michel Pedroletti et Didier Chollet à droite, sur la place Tiananmen à Pékin, donc il y a 6 ans, il y a 4 ans, pardon, sur les universités. Je dirige l'équipe de France universitaire depuis un bon paquet d'années. La première manifestation était en 85, donc ça fait mes 20 ans de l'équipe de France universitaire, et on a eu la chance l'année dernière d'avoir le record de France fédéral battu par le relais universitaire, et sur les 4 filles qui sont là, il y en a 3 qui étaient finalistes aux Jeux Olympiques l'année dernière. J'ai reçu une carte postale d'Athènes avec 8 signatures, et l'équipe olympique, non, l'équipe universitaire devenue olympique avec des petites signatures sympas pour dire que j'essaie, autant que faire se peut, d'être en relation au plus près de la pratique. Alors je vais vous parler, peut-être le plan, 3 parties. Première partie, la coordination papillon. J'irai pas bien loin, parce que je me suis accordé 5 minutes maximum. La coordination bras, 5 minutes maximum, pour avoir une dizaine de minutes, pour avoir la partie plutôt intervention, focalisée sur un exemple particulier. Alors, l'évaluation de la coordination papillon, comme je le dis, notre travail consiste à produire de la connaissance, et donc cette connaissance est effectivement produite puisqu'elle est publiée dans des articles, et mes amis scientifiques qui sont là présents et que je connais pour la plupart très bien, connaissent, et je suis d'une certaine manière référencé au niveau international grâce à ça. Le reste, ils ne connaissent pas. Donc, première étape, quand on étudie la coordination papillon, c'est d'essayer de d'abord regarder c'est quoi un nageur de papillon. Et bien évidemment, l'œil humain n'est pas suffisant. Et donc, la séquentialisation vidéo permet éventuellement de repérer un certain nombre d'éléments. Ça, c'est des vieilles images qui datent de ma période à Montpellier. Je suis quand même resté 20 ans à Montpellier. Le bassin d'Antigone, j'ai fait partie des fondateurs et j'ai participé pendant 2 ans, 3 ans au livre blanc de la piscine d'Antigone. Donc, les hublots, tout ça, c'est moi. Et donc, l'idée
qui était derrière, c'est tout simplement d'abord de repérer avec des images vidéo précises, tout simplement, les éléments de la logique de coordination. Je parle de coordination, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, je ne m'intéresserai ici que à ça. En d'autres termes, la technique des bras, la technique des jambes, etc., j'oublie, parce qu'il faut bien focaliser l'attention sur un point particulier. Donc je vais aborder avec vous exclusivement le rapport entre les bras et les jambes en papillon, puis les bras et les jambes en brasse. Alors la méthode d'évaluation, on a utilisé un certain nombre de protocoles qui ont évolué avec le temps, hein, puisque la première fois que j'ai fait ce genre de travail, c'était avec Michel Pedroletti en 92, dans le cadre de la préparation, 91 pardon, dans le cadre de la préparation des Jeux de Barcelone avec Audrey Guérit et Céline Bonnet. Et donc les protocoles ont énormément évolué. Aujourd'hui, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc il y a quelqu'un qui pousse un chariot. Le chariot, il y a 2 caméras vidéo qui sont fixées dessus et dessous. On a des vues sous-marines, évidemment, de face et de profil. On enregistre tout ça. Là, c'est encore l'époque VHS, on avait l'époque numérique. Et on intègre ces données au laboratoire après. Et on traite ces images pour essayer de tout simplement avoir des données le plus objectives possible. Ça vaut que ce que ça vaut. Mais en tout cas, on essaie d'objectiver au maximum dans ce qu'on voit. Alors ici, il y a des programmes informatiques, donc un certain nombre de mes étudiants ont mis en place des programmes informatiques excessivement performants, de sorte que maintenant, quand on évalue quelqu'un, on rentre les données directement sur un programme informatique et on peut traiter les données, les courbes, etc. assez rapidement. Alors, la coordination au papillon, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle tout simplement, dans un premier temps, et je vais aller très vite, puisqu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, de la modélisation. La modélisation, je le dis légèrement autrement, mais c'est exactement la même chose. Modélisation, représentation simplifiée de la réalité. Le papillon, c'est tellement compliqué qu'on va essayer de regarder, d'une part, une manière simplifiée de la réalité, mais la réalité, c'est-à-dire qu'on ne triche pas. Quand la main rentre dans l'eau, on voit la main rentrer dans l'eau, et donc on va considérer que c'est comme ça que ça se passe. On va utiliser l'image. Pendant longtemps, l'image a été utilisée à des fins spatiales, donc pour regarder la main, est-ce qu'elle s'écarte du champ, etc., etc. Eh bien, nous, on utilise l'image à des fins de quantification temporelle. Une image dure 50 centièmes de seconde dans nos dispositifs, peut-être les vôtres 25 centièmes de seconde, et à partir de là, ça nous permet tout simplement de connaître les rapports entre le temps et l'espace. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, vous affolez pas, c'est assez simple, mais il faut bien comprendre le mécanisme. Ça, c'est le temps qui passe, d'accord? Et on va essayer de repérer des éléments fondamentaux, qui nous semblent fondamentaux et simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce mouvement-là dure éventuellement 2 dixièmes de seconde. Et on ne peut pas, nous permettre d'avoir des mouvements qui durent trop peu de temps, sinon on ne les discrimine pas correctement. Donc on va faire un truc tout bête. On va considérer qu'on va démarrer l'échelle de coordination au moment où la main rentre dans l'eau. Et on va compter le temps au centième de seconde. Il y a quand même pas mal d'images qui passent, jusqu'au moment où la main commence à propulser, puis jusqu'au moment où la main passe le plan de l'épaule, Ludovic en a parlé ce matin, puis le moment où la main sort de l'eau, puis le moment où de nouveau la main rentre dans l'eau. Et en papillon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'étudier la relation qu'il y a entre les points clés des jambes, c'est-à-dire les points morts hauts, qui sont très précis, les points morts bas, les points morts hauts et les points morts bas des 2 ondulations, donc phase ascendante, phase descendante des 2 ondulations, et on essaie de les mettre en rapport avec ce que font les bras. Et on s'aperçoit, et c'est évidemment l'objet de l'étude, qu'on peut éventuellement regarder les écarts qu'il y a, ou les différences qu'il y a, entre les points d'ancrage des bras et des jambes. En d'autres termes, ce qu'on va regarder ici, vous reconnaissez ce schéma, eh bien on va regarder combien de temps au centième de seconde s'écoule entre le moment où les mains rentrent dans l'eau et le moment où on a un point mort haut des jambes. On va faire un deuxième écart qui est le moment où les points morts bas des jambes tombent par rapport à le début de la propulsion. Ensuite, le passage à l'épaule par rapport aux jambes, et T4, donc c'est le moment où les mains sortent de l'eau par rapport au moment du point mort bas. Puis après, ça retourne, puisqu'on travaille évidemment sur plusieurs cycles. Alors, rapidement, je surveille mon chrono en même temps, j'ai un vrai chrono là. Quelques résultats très rapides. 14 nageurs masculins, 90% du record du monde. Il y a beaucoup d'études qui sont sur des nageurs
qui sont de niveau de performance faible. Et je crois que tout ce qu'on a entendu ce matin montre bien que plus le nageur est faible, moins on peut tirer des conclusions. Alors nous, on ne tire que des conclusions sur 90%, mais c'est déjà pas mal. Donc 90% du record du monde, eh bien qu'est-ce qu'on va voir? On va voir par exemple que l'écart entre le point d'entrée des mains et le début de l'ondulation est l'élément, ici, cet écart-là est un élément déterminant et on s'aperçoit que plus le niveau d'expertise monte et plus la vitesse évolue, et plus cet écart se réduit. En d'autres termes, si j'avais le temps de revenir aux images de Cécile Janson tout à l'heure, chez elle c'est très caractéristique, on a exactement un point d'ancrage des mains et des des mains et des jambes, exactement dans le même timing. Alors que les non-experts, qu'on va retrouver juste après, ici, eh bien, ils vont marquer un temps mort avec les bras. Les non-experts sont quand même à 70% du record du monde. Hein. Ce n'est pas des débutants papillons, hein. C'est des gens qui nagent une 5, une 6 au 100 papes. Hein. C'est pas ridicule. Eh bien, ces gens-là, quand ils nagent en papillon, ils marquent un temps mort pour pouvoir placer les jambes et après ils redémarrent leur mouvement. En d'autres termes, ils prennent le temps de s'arrêter avec les bras pour placer les jambes, alors que les experts sont capables de faire, à vitesse haute et en fonction du niveau d'expertise, deux choses à la fois, ce qui évidemment est intéressant. Alors, évidemment, ça vaut ce que ça vaut, on filme les nageurs, on rentre ça sur l'ordinateur, on donne des évaluations, et ça donne éventuellement quelques informations qui peuvent éventuellement être utiles par rapport donc au niveau des nageurs. Deuxième partie, l'évaluation au bras, c'est la même logique, donc je vais aller un tout petit peu plus vite. Pareil, hein, on a beaucoup travaillé avec énormément de brasseurs, vous allez voir certains de haut niveau, et à partir de là, ça nous permet tout simplement de construire la science et de savoir un peu ce qui se passe d'une manière sérieuse. La méthode, c'est la même. Par contre, la structure de coordination, bien évidemment, c'est pas la même, puisque les bras de brasse et les jambes de brasse ont des mouvements spécifiques. Donc, on reprend la même logique. Nous, pour pouvoir caler les mouvements, on s'intéresse à l'extension des bras, on part là-dessus, mais on pourrait partir de n'importe quel autre point, puisque c'est cyclique. Extension des bras, début de la propulsion, puis propulsion, jusqu'au moment où les mains ont arrêté leur trajet. Attention, c'est très important ce que je vais dire, puisqu'il y a une deuxième phase très importante derrière chez les experts. Quand ils ont fini ici, il y a un mouvement dont on a vu avec un velocitymeter qu'il y avait effectivement une nouvelle impulsion liée à ce mouvement-là, spécifique chez les experts. Puis le retour de jambes, de bras, et évidemment, dans la même logique, hein, je ne vais pas aller trop loin, on essaie de regarder ce que font les jambes. L'idée, c'est tout bête. Au moment où le pied part vers l'arrière, jusqu'au moment où les pieds ont fini l'extension, les pieds sont encore écartés, puis jusqu'au moment où les pieds sont serrés, puis éventuellement, mais nous on n'a pas travaillé là-dessus, sur la phase du placement d'ondulation ascendante quand il y en a une, mais tous les résultats que je vous présenterai montrent uniquement des nageurs sans ondulation, un temps de glisse à la fin des jambes, et ensuite un retour des jambes. Alors l'idée toute bête, c'est de dire, en théorie, il faudrait faire les jambes quand les bras font rien, parce que évidemment on ne freine pas en même temps avec les bras et les jambes, on devrait faire les jambes en même temps que les bras font, on devrait faire les bras en même temps que les jambes font rien, et on devrait ramener les bras et les jambes en même temps, puisque c'est un point négatif, et que du fait que c'est négatif, on va essayer de faire un package des éléments négatifs pour les regrouper ensemble, pour réduire le temps de retour et donc être plus efficace. Et chaque fois qu'on a un décalage, ça augmente le temps de retour, qu'on verra éventuellement sur les résultats que je voudrais vous présenter. Alors pareil que tout à l'heure, ce qui nous intéresse, effectivement c'est ce que font les nageurs avec leurs bras, avec leurs jambes, mais ce qui nous intéresse, ce que je présente ici, c'est que ça, c'est exclusivement les écarts existants entre le moment où les jambes ont fini leur propulsion par rapport au début de la propulsion des bras. Mais attention, les jambes doivent encore se serrer, c'est pour ça qu'on va étudier l'écart entre le moment où les jambes sont serrées et le moment où les bras tirent avec les... au moment où les bras donc, démarrent leur propulsion. Et on regarde les écarts entre ces points et ces points. C'est-à-dire, est-ce que c'est les bras qui reviennent d'abord, est-ce que c'est les jambes qui reviennent d'abord? Un élément que je voudrais que vous gardiez bien dans votre mémoire, puisque c'est là-dessus qu'on a travaillé avec Hugues Dubosc, c'est que l'idée est toute bête, si je commence à pousser avec les jambes, alors que mes bras n'ont pas fini l'extension,
Moi, pour donner une image toute bête, je dis, c'est comme si sur une voiture, vous aviez le pied sur la pédale de frein, alors que vous essayez d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, pendant que vous poussez avec les jambes, si en même temps vous ramenez les bras, alors là, c'est excessivement préjudiciable à la locomotion et donc à l'énergie, etc. Donc, c'est ce point-là qui va être déterminant pour nous dans les évaluations. Les travaux qu'on a menés, qui sont dans l'article qui sortira dans le bouquin, mais que vous pouvez retrouver en ligne, hein, PDF, où vous faites Medline, Cholet, puis vous tombez dessus. Et donc, on va retrouver éventuellement quelques résultats. Là aussi, 90% pour les femmes, 91% du record du monde. C'est quand même une population assez intéressante quand même de 16 nageurs. Et qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir que plus le nageur va vite, plus il réduit la glisse. Puisqu'il réduit la glisse, automatiquement, il a une coordination qui change. C'est tout bête. À partir du moment où je change un des éléments de l'ensemble, je change l'ensemble. Et ça, c'est intéressant éventuellement de le mesurer. De 36% à 22% sur un temps ici, et de 25% à 10%, c'est quand même pas rien. Sur le deuxième temps, je vous passe rapidement. Simplement sur ce schéma, on voit bien, sur la moyenne des 16 sujets, attention pas sur un, que progressivement, il se passe des choses dans la coordination entre les bras et les jambes qui font que ça n'est pas la même quand les gens vont doucement, quand les gens vont vite. Et évidemment, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de comparer les experts aux non-experts. On a mesuré des non-experts et des experts et on les a comparés. Vous voyez les caractéristiques. Et bon, en gros, ce qui est remarquable, c'est tout bête, hein, parce que je vais aux conclusions tout de suite, et c'est un peu dommage, je pourrais passer 2 heures là-dessus, c'est que le temps de propulsion est plus important chez les experts, tant au niveau des bras que des jambes, et le temps de glisse est moins important chez les experts. Alors il y a 2 explications, ils vont moins vite, effectivement, et on a regardé la même vitesse. Deuxièmement, c'est justement un peu comme on l'a vu en papillon, c'est que c'est plus difficile de faire les choses en même temps, et donc l'enchaînement des actions pose moins de problèmes chez les experts. Alors, deuxième partie, l'application au suivi technique du Dubosc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, maintenant, je change de casquette, je suis plus chercheur, je suis tout simplement quelqu'un qui essaie d'être en relation avec la natation, et ce que je fais là, il ne faut surtout pas le dire à mes collègues de l'université, parce que ça, c'est une pénalité, c'est tout bête, mais de temps en temps, quand je change de casquette, ça m'amène quelques préjudices. Je suis connu pour mes travaux scientifiques et chaque fois que je fais autre chose, c'est pas très bien reconnu. Donc nos travaux ont comme objectif principal de contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques, ça c'est mon métier. Pour autant, elles peuvent également être utilisées à des fins d'optimisation de la performance. Et c'est dans cet esprit que le suivi du Dubosc s'inscrit. Alors, ce que je vais essayer de vous présenter, je vais calculer le temps parce que j'ai une vidéo qui dure 3 minutes. Ce que je vais essayer de vous présenter ici, c'est quelques séquences, parce qu'évidemment, je ne veux pas vous raconter 4 ans de suivi, donc dans ce contexte-là. Alors, la logique dans laquelle on travaille, c'est d'habitude 5 niveaux. L'analyse de la compétition, je filme toutes les épreuves, quelqu'un filme toutes les épreuves. C'est vrai pour pas mal de nageurs des Vikings, bien sûr, et c'est vrai pour Hugues Dubosc ici. Pardon, excusez-moi. Je reviens, voilà, juste là-dessus, il va repartir. Donc, analyse de la compétition, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Et là, on va faire uniquement quelques belles vues, hein, puisque j'ai regardé le temps. Je vais vous présenter quelques belles images. Et puis après, je vous présenterai le travail qui a été mené. Alors, quelques belles images. On va directement à l'observation spatiale de la nage. Je n'ai pas utilisé... Tiens, ça m'inquiète beaucoup. Ah, j'ai eu peur. Je n'ai pas utilisé les... Oh non. C'est pas normal, mais bon, j'ai des problèmes de vidéo. Je n'ai pas utilisé les images que j'utilise habituellement, simplement quelques images supplémentaires. Bon. Ça, c'est des images qui sont plus proches de celles qu'on utilise d'habitude. Donc on voit éventuellement, vous voyez qu'avec le chrono qui tourne ici au centième de seconde, quand on fait un arrêt sur image avec des outils, pas ça, hein, l'image est compressée ici, elle n'est pas belle qualité, nous on travaille avec des images de plus belle qualité, vous voyez qu'on est quand même assez précis quand on veut étudier tout simplement le moment où les bras sont à 90 degrés, là vous voyez par exemple ici à peu près, hein, nous on le fait plus précisément, le moment où les bras sont en extension, le moment où les mains vont démarrer leur trajet propulsif vers l'arrière,
et on va voir juste après les jambes. Bon, évidemment, ça c'est une séquence, on va dire, didactique. Le moment, vous voyez, tac, c'est très précis, il y a un moment clé où les pieds partent vers l'arrière, donc on va regarder le moment, alors là il nous faut les images de face, sinon on ne peut pas savoir quand les jambes sont en extension, puis le moment où les pieds reviennent, c'est facile, on regarde en même temps les genoux et la flexion des genoux en même temps que le retour des pieds, voilà, ça va se situer à peu près par là. Le moment où les jambes sont à 90 degrés, et donc tout ça, on regarde le temps qui est là, bien sûr pas sur un cycle, on le fait sur beaucoup de cycles, c'est pour ça que le chariot donc suit le nageur pendant la totalité du 25 mètres. On a quelques belles images sympas. Bon, celle-là, ce jour-là, le bassin n'était pas terrible, mais bon, c'est quand même des images qui sont assez sympas, bon, par rapport à simplement une démonstration ou quelque chose comme ça. Ici, je ne fais plus de la science, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Voilà, je surveille mon chrono. Bon, je passe. Donc, ça, je vais passer aussi, surtout si mon ordinateur fonctionne. Bon, on a utilisé aussi, hein, comme mes collègues, le Velocitymeter pour pouvoir déterminer tout simplement la vitesse de déplacement et les variations de vitesse. Ça, c'est du VOSC, bien sûr. Et évidemment, on utilise ces outils. Mais ce n'est pas ce que je voudrais vous montrer là. Je voudrais vous montrer donc la troisième étape. On a réalisé 7 évaluations qui sont fixées dans la période ça je vais passer, voilà, et je vais aller directement sur le suivi longitudinal pour avoir le temps de passer ma séquence vidéo. Donc, tout simplement, là je vous montre des évaluations qui ont démarré en janvier 2002 et qui sont terminées à un mois de l'échéance olympique. Et les deux séquences que je vous ai présentées, c'est premièrement, ça ressemble à quoi un feedback vidéo? Alors c'est excessivement frustrant pour moi parce que c'est des séquences... Les mains à peine plus profondes, c'est un tout petit peu... Pas grand chose, mais il faut que ça te convienne aussi. C'est pas le moment non plus de changer beaucoup de choses, mais si tu veux, ça c'est un premier point. Donc ici, amortissement, ok. On libère un premier bras, il passe par-dessous, normal. Alors ça c'est un feedback immédiat, hein, donc dès qu'il sort de l'eau, on regarde quelques images, ça va pas bien loin. Par contre, après, la notion d'intervention technique, c'est cette séquence que je voudrais vous montrer maintenant. On va utiliser simplement l'élastique pour l'instant, on verra éventuellement un capteur plus tard. Avec l'élastique, on va augmenter les sensations. Dans un premier temps, les sensations de freinage. Décomposition, nage normal. Donc là, il n'y a plus de freinage. Okay. Alors, dans ce cas-là, par rapport aux discussions, donc on décompose, bras, retour de bras, puis retour de jambe, jambe. Donc l'idée, c'est l'élastique, c'est une contrainte. C'est-à-dire, on utilise l'élastique non pas comme tout simplement un engin de musculation, mais un engin de proprioception. En d'autres termes, ça permet donc à ici que les bras sont calés au moment où on pousse avec les jambes. Mais le reste, évidemment, il faut les chevaucher. Ça veut dire bras, retour des jambes en même temps, de sorte que quand les bras sont bien calés devant, hop, on pousse avec les jambes. On est dans la décomposition, tranquille, mais on essaie d'enchaîner des actions comme ça. Après, on vérifiera aux images si ça correspond. Je rappelle que c'est lié évidemment aux évaluations qu'on a fait, où on a repéré un moment clé qui était défaillant, et par rapport à ce moment clé défaillant, ben, le travail qui est mené ici est exclusivement centré sur l'évaluation de ce moment défaillant. Alors l'élastique est utilisé à l'inverse ici. Le but du jeu, c'est d'augmenter la vitesse. Pourquoi augmenter la vitesse? Vous savez que la résistance est fonction du carré de la vitesse, donc enchaîner les actions alors que la vitesse est beaucoup plus élevée que d'habitude l'oblige à réorganiser sa coordination. Donc on va utiliser les deux modalités qui sont extrêmes, freinage ou sur vitesse, pour l'obliger à réorganiser. On filme tout ça à la vidéo comme vous l'avez vu. Ça marche pas à tous les coups, hein. Là il a été obligé de balancer l'ondule parce que ça allait trop vite, donc on le refait jusqu'à ce qu'on y arrive. À l'œil comme ça, c'est radical, il n'y a rien à voir avec ce que maintenant on compte plus vite, il faut plus vite et il faut moins long, ce qui fait que évidemment, ça
ça force en modalité de remonter une partie au mur, ça sera à un mois. Alors donc là, évidemment c'est une séquence qui dure très longtemps, j'ai raccourci en 3 minutes. Donc ça c'est le feedback, le bilan. La stabilisation des apprentissages, la capacité d'adaptation, ça veut dire que par exemple si tu vas un peu plus vite, si tu vas un peu plus doucement, s'il y a une contrainte respiratoire quelconque, etc., eh bien, malgré ces contraintes, malgré ces difficultés, on appelle ça des stress de manière générale, tu dois pouvoir stabiliser quand même ce qui est appris. Donc ce que tu me dis, c'est plutôt une bonne chose. Ça laisse supposer qu'on est en cours d'acquisition. La phase d'acquisition, si tu es capable de faire un entraînement puissant et que ça passe relativement bien, on va vérifier ça avec les images. Alors, le premier que j'ai fait, j'ai senti que c'était pas terrible, mais le dernier, j'ai senti que ça allait pas. Ça veut bien dire, si tu veux, que si tu dis le premier, le problème, c'est quand tu vas dans la situation de compétition, tu n'as pas le droit à l'erreur. Maintenant, on est dans la dernière phase qu'il faut absolument stabiliser, de sorte que, à la compétition... Je rappelle que là, on est à un mois de l'échéance olympique. Donc on ne touche plus à rien, évidemment, à partir de cette modalité. Alors juste en conclusion, en mai, plus de soucis, là on est au mois de mai. Par contre, il y a encore pas mal de problèmes au départ et au virage, donc on a beaucoup travaillé sur cette question-là, et on a eu deux chances. La chance, c'est que, bon, par le fait qu'il ait eu une médaille, ça a, comment dire, a conforté un petit peu notre travail. Je vous rappelle que moi, c'est une toute petite goutte d'eau dans un récipient excessivement important avec Christos Paparadopoulos et évidemment Yves Guerniou au niveau préparation physique et entraînement, et également Gilles Binet qui a travaillé sur la préparation mentale. Juste, on a eu j'ai eu la surprise dans le numéro donc bilan des Jeux Olympiques d'avoir une interview de Hugues Dubos, que je ne savais pas du tout qu'il allait faire ça, qui présente l'intérêt de ce type de travail. Alors, en conclusion, je voudrais juste vous montrer une image, j'espère qu'Eric est dans la salle, c'est Julien Sicot quand il est arrivé à Rouen, donc il y a 3 ans et poussière. Regardez à l'image au ralenti, vous allez voir 3 erreurs, voilà, on voit la une. En voilà une deuxième. Et vous allez voir la troisième, elle est assez spectaculaire ici. Je rappelle quand même qu'à ce moment-là, il avait quand même un niveau de performance très élevé. Il avait déjà été médaillé au championnat d'Europe. Et je vous remercie de votre attention en vous montrant simplement une petite image alors c'est très mal filmé, c'est moi qui ai filmé, mais les conditions étaient très difficiles à Nancy. Vous avez Julien ici, sur le 50 mètres final. Vous avez quand même des gros calibres à côté, hein, vous savez en particulier au Championnat du monde du 50. Et vous allez voir au ralenti qui suit que le travail qu'on mène avec Hugues Dubos, qu'on le mène évidemment plus facilement avec les gens qui sont sur place, comme Julien, et on va voir que sa reprise de nage, il y a encore pas mal de choses à voir, mais avec Julien, c'est 1 heure par semaine de travail technique chaque fois qu'on peut, et donc évidemment en collaboration avec Eric Boissière qui est dans la salle. Je parle de Julien Sicot, mais évidemment Anne-Sophie Leparent, ou d'autres, Julien, Fabien Gillot, Sébastien Baudet, d'autres débutés. Je vous remercie de votre attention.